Bonsoir, Mediapart Live continue et nous restons sur la question des Gilets jaunes avec un tout autre débat. On ne va pas vraiment parler des manifestations et des violences policières, mais du débouché démocratique possible à cette crise des Gilets jaunes auquel fait face le gouvernement. Alors, une initiative a été prise, celle de lancer un grand débat national qui a été officiellement lancé hier. Donc, on va revenir dessus, mais je ne crois pas trahir grand suspense en disant que ça risque assez peu de satisfaire les Gilets jaunes qui se mobilisent. Et donc on va aussi s'intéresser aux autres dispositifs possibles pour satisfaire cette demande de démocratie, de participation qui émerge de ce mouvement, en plus de ces revendications matérielles et sociales. Alors avec nous pour en parler, Sylvie Bresson-Gillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication. À vos côtés, Dimitri Courant, vous êtes chercheur en sciences politiques, vous travaillez également sur ces questions-là, on va en parler. Vous êtes aux universités Paris 8 et Lausanne, je crois que vous êtes à cheval entre France et Suisse, ce qui peut être pas mal pour aussi interroger des dispositifs de démocratie directe et participative. Et puis Raoul Mani-Berton, vous êtes professeur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble et vous avez publié notamment sur le club de Mediapart un texte sur le référendum d'initiative citoyenne qui fait partie des grandes revendications des Gilets jaunes, mais on va en parler tout à l'heure. Sylvie Bresson-Gillet, je vais commencer avec vous sur le démarrage de ce débat national qui donc doit être piloté. Ça a été assez mouvementé avec le retrait de Chantal Jouanneau, mais devait être piloté par cette commission nationale du débat public. Suite à la publicisation de son salaire, elle a décidé de se retirer. Le gouvernement a repris la main sur l'organisation de toute la consultation qui a démarré. Quel regard vous portez sur cette séquence qu'on a eue sous les yeux qui peut apparaître assez lunaire quand même? Alors, étant donné que la Commission nationale du débat public met en œuvre la participation du public, c'est elle qui met en forme le principe de démocratie participative en France. Depuis quelle année à peu près, si on peut donner un rapide... Alors à peu près depuis, dans les formes actuelles, depuis 2002, c'est-à-dire depuis la loi relative à la démocratie de proximité, qui dit qu'effectivement, il faut informer déjà, et consulter les citoyens sur tout projet d'aménagement touchant à l'intérêt général et qui pourrait avoir une incidence, un impact sur l'environnement. Alors vous, par exemple, vous avez travaillé sur ITER dans le Sud, c'est ça? Tout à fait. Alors moi, j'ai travaillé effectivement comme expérience de débat public. J'ai pu suivre le débat public ITER en Provence, qui est un grand projet international sociotechnique portant sur la recherche nucléaire et qui représentait un projet un projet international à l'échelle internationale réunissant 7 puissances. Et ce débat qui s'est mis en œuvre donc dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mettait en œuvre ce principe de démocratie participative en incitant les citoyens français à venir, donc déjà d'une part, prendre de l'information concernant ce projet, puisque l'installation se faisait à Cadarache. Donc rapidement, le projet de recherche nucléaire ITER s'est passé c'est une recherche qui porte sur la fusion, c'est-à-dire on passe de la fission à la fusion. Donc parce que effectivement, pour améliorer tout ce qui concerne effectivement, pour tenter de pallier à nos problèmes de déficience au niveau des ressources énergétiques, etc. Et donc les citoyens ordinaires étaient invités par la Commission nationale du débat public à venir s'informer et discuter de l'opportunité de ce projet, donc de création d'ITER à Cadarache. Sauf que cette opportunité de projet n'a pas pu être vraiment discutée, voire débattue, parce qu'effectivement, la CNDP déclare qu'effectivement, tout citoyen, la CNDP met en place ces réunions de débat public
pour permettre à chacun de pouvoir exprimer eh bien, ses doutes, pouvoir donner son avis, exprimer son avis, ses demandes, tout ce que les gens peuvent demander pour savoir si effectivement ce projet est intéressant ou pas et si vraiment si c'est un bon projet, voilà, tout simplement. Alors, il se trouve qu'il y a eu, donc sous l'égide de Chantal Joanneau, il y a eu la production d'un rapport déjà, parce que cette commission a commencé à travailler sur ce débat national, quand on a parlé des cahiers de doléances, etc. Et donc là, elle a produit un rapport qui sonne un peu au vitriol contre le gouvernement, puisque dedans, il y a une insistance très forte sur la neutralité nécessaire de l'organisation du débat. Il se trouve qu'il y a 2 ministres qui sont chargés de coordonner les activités. Il insiste sur l'ouverture des sujets. Bon, il y a 4 thèmes bien définis avec tout un questionnaire qui est produit par le gouvernement. Et puis, c'est dit aussi dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc, que la Commission a une réserve sur le recours à un questionnaire, précisément à tous ceux qui organisent des débats. Vous pouvez le faire d'ailleurs chez vous ou dans votre mairie. Dans le kit que vous avez, eh bien, il y a justement toutes les questions qui sont censées guider les débats. Donc, est-ce que pour vous, c'est une forme de désaveu pour la méthode gouvernementale Chantal de la part de la Commission et de Chantal Joanneau qui est à sa tête. Chantal Joanneau a bien fait effectivement de mettre le gouvernement face à ses propres responsabilités en effectivement demandant au gouvernement de s'engager quant effectivement à la prise en compte des résultats de la participation. Oui, ça c'est encore autre chose. Voilà, qui est non mais ça c'est important parce que crucial. jusqu'à présent, je dirais les prédécesseurs de Madame Joanneau proclamaient effectivement, déclaraient que cette participation, eh bien, elle était bienvenue, etc., et qu'elle pouvait peut-être faire changer les données d'un projet, ou en tout cas, on pouvait contribuer à l'ajustement d'un projet. Mais dans les faits, concrètement, c'est que cette participation, les résultats de cette participation n'étaient jamais pris en compte. Donc moi, ce que je constate avec cette affaire, c'est que déjà, il y a un progrès de la part de la CNDP qui, aujourd'hui, demande à son au maître d'ouvrage de prendre en compte, en tout cas de considérer et de prendre en compte les résultats de cette participation. Et effectivement, ça, c'est une première, c'est important. Oui, c'est une première parce que dans les travaux que vous m'aviez envoyés quand on a préparé ce débat, sur le cas d'ITER, par exemple, vous dites, au fond, vous avez une conclusion à un moment sur un texte en disant pourquoi participer au débat, puisque au final, c'est pas que c'est inintéressant, mais tout semble un peu quand même jouer d'avance au niveau de la vraie décision. D'ailleurs, pour le débat public ITER, effectivement, comme la décision avait été prise en amont 6 mois plus tôt, la décision avait été faite, tout à fait. Donc, c'est clair que là, les gens se demandaient pourquoi ils participaient à ce débat, puisqu'on leur dit, vous allez participer au processus d'élaboration de la décision par rapport à ce projet, mais la décision est déjà prise par ailleurs. Donc effectivement, là, le citoyen ordinaire, etc., il ne comprend pas pourquoi, effectivement, il participerait au débat. Et c'est ainsi, excusez-moi, c'est pour cela que les associations, par exemple environnementales, notamment les associations portées effectivement concernées par les enjeux et les risques concernant le nucléaire, ne se sont pas présentées, tout simplement. Elles ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide, puisque cette décision avait déjà été comme certains, évidemment. Alors, chez les Gilets jaunes, sans doute, certains appellent à participer à ce débat. Et puis, on a même certains maires qui sont appelés à organiser les débats, qui disent non, nous, ce n'est pas notre affaire maintenant que le gouvernement se débrouille avec ça. Dimitri Courant, je me tourne vers vous parce que vous avez travaillé, on va en parler tout à l'heure, mais sur plusieurs cas à l'étranger d'assemblées citoyennes tirées au sort. Le tirage au sort fait partie des pistes, voire des revendications des Gilets jaunes. Quel regard vous avez sur le fait que dans le dispositif prévu par le gouvernement, il y a des assemblées régionales qui vont devoir, si j'ai bien compris, évaluer ce qui ressort des débats pour ensuite retenir un certain nombre de propositions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur à la fois ce que vous avez compris et comment vous l'évaluez ? Oui, alors il y a un collègue qui a dit hier, et j'étais tout à fait d'accord, parce qu'ils ont la même discussion en ce moment en Angleterre, ils veulent une assemblée citoyenne potentiellement pour discuter du Brexit. Oui, ça fait partie de revendications. On a sur Mediapart interviewé le chercheur qui a été à l'origine de cette proposition. Voilà, et le collègue disait, les assemblées citoyennes, c'est un peu comme si d'un côté...
qui sont préconisés par des politiciens mainstream, on va dire. C'est un peu comme si des gens découvraient votre groupe de rock préféré et commençaient à l'adorer, mais pour toutes les mauvaises raisons. Et je trouvais ça, c'était une belle métaphore. Enfin, lui, il travaille sur l'Angleterre. C'est-à-dire que il y a un risque de croire que l'outil est la solution. L'outil n'est pas la solution. Les assemblées citoyennes, on l'a vu dans différents pays. Moi, je travaille principalement sur l'Irlande. Ça peut permettre des avancées importantes. En Irlande, il y a eu 3 assemblées successives et il y en a notamment, ça a été articulé à des référendums justement. Un sur le mariage pour tous, qui a été validé par la population. Donc l'Assemblée proposait de légaliser le mariage pour tous, qui était interdit. On vient de voir à l'écran, vous avez publié un article là, qui est en accès libre d'ailleurs pour les articles du club. On n'a pas besoin d'être abonné, il faut quand même s'abonner bien sûr, sinon Louis Plenel ne sera pas content si je ne le rappelle pas. Mais en tout cas, être abonné vous permet aussi de participer au club, de produire des textes, et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez raconté cette expérience donc, en Irlande. Absolument, oui. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la constitution irlandaise spécifie un certain nombre de choses, notamment l'interdiction pour les personnes de même sexe de se marier, et également l'interdiction stricte de l'avortement. Et il y a eu une décision qui a été prise de façon un peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de confier ces enjeux un peu sensibles dans une société très majoritairement catholique, où l'Église a quand même une influence assez importante, à une assemblée tirée au sort de citoyens. La première était mixte, ça avait 66 citoyens tirés au sort et 33 élus de différents partis. La deuxième était purement tirée au sort, notamment parce que l'enjeu de l'avortement que la deuxième assemblée a traité était quelque chose dont les politiciens ne voulaient pas parler. On voit certaines de vos photos là-bas, ah oui. d'ailleurs, des séances que vous avez suivies. Oui, donc ça, c'est en effet... C'est donc un processus assez classique en fait. Et donc la recommandation de l'Assemblée au printemps 2017, ça a été de légaliser, de permettre la légalisation de l'avortement. Et un an plus tard, en mai 2018, il y a eu un référendum national sur la question. Et la population irlandaise a massivement, à 66% à peu près, accepté de légaliser l'avortement. Donc il y a des avancées très intéressantes qui sont permises par de la délibération citoyenne, qui évite d'avoir ce qu'on a eu en France avec un week-end de manif pro et un week-end de manif anti, et du débat assez hystérisé, pour le dire comme ça. Donc il y a énormément de choses intéressantes, notamment un des enseignements intéressants, c'est que le citoyen ordinaire, quand il est dans des bonnes conditions, il peut tout à fait produire de la délibération de très grande qualité. C'est pas du tout des stratégies compétitionnelles de tirage de la couverture à soi, etc. C'est pas ce que beaucoup de gens essayent de dire que le peuple est, à savoir une masse stupide à laquelle il ne faudrait pas donner le pouvoir, parce que sinon c'est dangereux. Là, par contre, selon le format qui est proposé à l'heure actuelle, mais on n'en sait pas grand-chose, une journée dans des assemblées régionales qui vont devoir traiter une masse énorme de données dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent, puisque c'est à la personne qui organise la réunion de rédiger le compte-rendu de la réunion. Donc je ne sais pas quelle garantie on a que moi, je ne peux pas tout seul dire que j'ai organisé 40 réunions pendant plusieurs mois et ensuite envoyer mes rapports, alors qu'en fait les réunions n'existent pas. Il n'y a pas de garantie de ça pour l'instant. Et donc une assemblée citoyenne qui aurait à traiter une masse de données comme ça, c'est du jamais vu. D'habitude, quand l'Assemblée arrive, les choses sont plutôt, les sujets sont relativement définis. Et ensuite, il y a des contributions qui peuvent être faites et agrégées. On a notamment des outils informatiques pour faire ça, et des groupes d'intérêt qui peuvent venir, qui sont représentatifs. En Irlande, il y avait eu Amnesty International, par exemple, ou l'Église catholique irlandaise qui était venue et qui avait pris la parole devant l'Assemblée pour leur exposer leur vision des choses. Mais c'est... L'Assemblée citoyenne irlandaise, elle a coûté plusieurs millions d'euros et elle a duré 1 an et demi. Donc, sur des sujets plutôt restreints. Là, en une journée, sur des assemblées régionales, dont on ne sait pas d'ailleurs comment elles s'articulent entre elles, il y en aura 8. Qui c'est qui décide laquelle a raison si jamais il y a 2 assemblées qui disent des choses différentes? C'est assez compliqué. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher en l'état. Raoul Mani-Berton, un mot, on va parler du texte que vous avez fait sur Mediapart, mais un mot quand même sur l'organisation de ce débat national par les pouvoirs publics. Vous qui travaillez sur les démocraties libérales en général et les processus participatifs et les processus de démocratie directe, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc je dirais, mais c'est intéressant le point de l'Irlande, je voulais revenir tout à l'heure. Le point général, c'est qu'il me paraît être un grand malentendu, tout ça, puisque on a un mouvement des Gilets jaunes qui va faire, curieusement, c'est un mouvement extrêmement disparate, mais qui va faire une revendication qui est claire, qui est le référendum d'initiative citoyenne. C'est une procédure de démocratie directe qui existe dans plein d'autres pays et que
en plus, j'ai vu leur formulation, c'est une formulation raisonnable, bien faite quand on compare avec les autres. On va en parler. Alors, la démocratie, cette revendication, la démocratie directe, c'est avant tout des droits politiques. Donc c'est un mouvement qui revendique des droits politiques. Aujourd'hui, on a des droits politiques pour pouvoir voter, pour pouvoir être candidat, pour pouvoir fonder un parti. Eux, ils en veulent plus, pouvoir initier une loi, abroger une loi, révoquer un élu. C'est des droits individuels, en fait, qu'ils demandent. Ils ne demandent pas un débat. Ils ne demandent pas qu'on se mette à discuter autour d'une table. Voilà. On est en train de parler de droits qui sont fondamentaux. Du coup, pour revenir à l'Irlande, par exemple, l'Irlande a une constitution qui n'a pas le RIC, mais il a un autre système de démocratie associé à la démocratie directe, qui est le référendum obligatoire. C'est-à-dire que quand on change la constitution, on est obligé de faire un référendum, aussi quand on fait un traité international. C'est pour ça que les Irlandais, à chaque fois, quand il y a un traité européen... Dans le cas européen. Exactement. Voilà. Eux, ils sont obligés de revoter, donc l'Europe leur donne plein d'avantages pour qu'ils puissent dire oui. Alors que nous, on peut aussi ne pas voter, c'est pas grave. Et donc, comme ils ont ce système, il est évident que tous les assemblées tirées au sort deviennent plus intéressantes parce que derrière, ils sont obligés de voter, comme s'il se passe en Oregon, s'ils ont le RIC en Oregon, mais ensuite, ils font des assemblées citoyennes. Donc, mais les assemblées citoyennes, c'est intéressant, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est des droits politiques qui sont revendiqués par les Gilets jaunes. Donc vous voyez, on est totalement dans un autre univers par rapport à... D'accord, donc on comprend bien votre point de vue. Alors sur le fond du RIC, vous avez publié un texte dans Mediapart, on va le voir, dans le club, dans les blogs de Mediapart, sur les 10 erreurs les plus courantes, on va dire, que vous avez vu passer sur cette revendication du RIC. Il y en a une qui ne s'y trouve pas. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, vous allez me répondre, puisque Emmanuel Macron, qui était à la rencontre de maires, a dit, mais en fait, ce RIC, ça ne va pas du tout, parce que c'est ennemi de la démocratie représentative. Alors, erreur ou pas erreur? Il y en a 16, hein. Dans mon truc, il y en a 10, mais il fallait bien s'arrêter quelque part. On en est à 16. Alors là-dessus, évidemment, tous les systèmes dans lesquels il y a la démocratie directe, il y a aussi des représentants. Alors là, il y a une ambiguïté parce que parfois on appelle ça des systèmes semi-directs exprès parce qu'il y a des représentants et aussi des procédures de démocratie directe. Et parfois on les appelle directs précisément, que je préfère, parce qu'en fait... L'important, c'est que les décisions prises directement sont plus importantes que celles qui sont prises par les élus. Après, évidemment que c'est très bien d'avoir des représentants, parce qu'on ne va pas non plus voter sur toutes les choses. On vote sur ce qu'on a envie, et si on est capable d'avoir une pétition suffisamment importante. Donc, en fait, il y a des représentants. Si le régime représentatif, c'est avoir des représentants, la phrase de Macron est erronée. Si, en revanche... le régime représentatif, c'est avoir des représentants qui font ce qu'ils veulent entre les deux élections, alors il a raison. Parmi les autres erreurs que vous avez mentionnées, il y en a une qui est revenue souvent dans les critiques qui m'ont semblé les plus constructives en fait, du RIC, parce qu'on a fait plusieurs papiers dans Mediapart en mobilisant plusieurs exemples sur le RIC. C'est celle qui mettait en avant la question des libertés justement fondamentales, les droits et les libertés fondamentales, en disant est-ce que c'est pas un peu risqué de jeter à référendum certaines questions. Alors d'ailleurs, les responsables politiques ont été interrogés là-dessus. Et alors, est-ce qu'on va rediscuter de la peine de mort? Est-ce qu'on va rediscuter du mariage pour les couples homosexuels? Qu'est-ce que vous répondez à cette mise en garde, on va dire, donc, qui pointe des reculs possibles, on va dire, de droits déjà acquis, quoi, ou de libertés déjà acquis? Voilà, d'un certain point de vue, c'est l'argument le plus étrange de tous. Parce que, il suffit de voir que la Suisse a le RIC à tous les niveaux, enfin une formule qui est assez proche d'ailleurs, à tous les niveaux de gouvernement. Les États de l'Ouest aux États-Unis ont ça. On ne voit pas de droits fondamentaux. Recul massif. Recul massif. Quelque chose que je n'ai pas écrit dans le papier et que je voudrais dire, est qu'en effet, aux États-Unis, on trouve, mais seulement aux États-Unis, qu'il y a une tendance à un vote un peu conservateur. Mais
un vote conservateur n'est pas un recul dans les droits fondamentaux. Une chose que j'ai mis dans le papier, c'est qu'aux États-Unis, ils adorent la peine de mort. Sauf que chaque année, 90% des gens qui meurent sont dans des États qui n'ont pas de RIC, et en particulier le Texas, qui en a au moins la moitié. Alors que la moitié des États des États-Unis ont le RIC, donc on devrait en trouver 50%. Il y en a moins, voilà. Donc en fait, je dirais que c'est plutôt difficile de trouver un signe que ce serait dangereux pour les droits politiques, d'autant plus que on parle de pays qui sont démocratiques depuis 200 ans avec le RIC, alors que les nôtres, qui n'en ont pas, on a connu des dictatures, des tournants autoritaires, à peu près tous on les a connus, avec quelques exceptions. Donc en fait, là où il y a des instruments de démocratie directe, c'est plus solide dans ce sens-là. Après, on peut détailler... Oui, peut-être je voudrais vous faire réagir, parce que tous les deux, vous avez travaillé sur beaucoup de processus participatifs, donc qui consultent les gens, qui permettent de... effectivement, comme vous l'avez dit sur le cas des assemblées citoyennes, de voir que les gens étaient capables de délibérer et de faire preuve d'une certaine compétence en tant que citoyen ordinaire. Mais est-ce que l'alerte que Raoul Maliberton met en avant, à savoir que les gens veulent décider, en fait, veulent acquérir des droits politiques, est-ce que c'est pas plus important et plus intéressant, finalement, que les purs processus de participation? Je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être oui, Sylvie Bresson-Gillet. Effectivement, par rapport à cette revendication du droit de savoir et du droit de participer, effectivement, c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui, parce que les gens veulent pouvoir avoir leur mot à dire sur effectivement les projets, l'élaboration de projets, des politiques publiques surtout aussi, pour pouvoir voir effectivement comment les choses peuvent s'améliorer, parce qu'effectivement, ils possèdent aussi leurs propres expertises en tant que bénéficiaires, usagers de certaines politiques publiques, et que si on les écoute, effectivement, je dirais, leur expérience permet aussi d'être intéressante pour justement pouvoir, je dirais, démocratiser aussi ce processus d'élaboration de la décision quant aux affaires publiques, à la détermination de la chose publique. Et ça, je pense que c'est effectivement nécessaire. Maintenant, par rapport à ces dispositifs, comme vous l'avez dit, ces dispositifs que j'appelle de communication, de communication et de régulation, parce qu'effectivement, c'est très normé. On fait entrer des gens dans des dispositifs dans lesquels ils sont prêts à entrer pour pouvoir participer et donc pouvoir concerter, discuter et voir comment on pourrait améliorer la situation, parce que c'est ainsi que les gens en général, quand ils entrent dans ce type de procédure, c'est pour améliorer certaines politiques publiques. Et donc, on en revient au droit de savoir et de participer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, mais comment obtenir, concrètement... En gros, la réponse est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une contrainte à, au moins, à minima, tenir compte des résultats de la participation. Mais en réalité, l'enjeu jusqu'à présent n'a pas été vraiment et je précise que l'enjeu en réalité, l'enjeu communicationnel du grand débat national actuel moi, c'est ce que je pense, est identique à ceux des débats réalisés par la CNDP, à savoir que l'enjeu communicationnel, c'est un contrat. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans un débat en tant que participant, à partir du moment où vous participez au débat, c'est une forme de contrat, c'est un contrat. Grâce à ces dispositifs de débat, en tout cas version procédure de la Commission nationale du débat public, c'est comme à l'image du grand débat national. C'est un contrat d'ailleurs. La lettre aux Français d'Emmanuel Macron ne dit pas autre chose. Il dit on va mettre ensemble... Voilà, un nouveau contrat. On va tenter de mettre en place un nouveau contrat, tout simplement, pour la nation. C'est ce qu'il dit. Si je peux juste... il y a un point, c'est important selon moi, c'est que il faut faire attention à bien distinguer la volonté de décider et la volonté de participer. C'est deux choses différentes. Donc, la revendication,
si c'est le RIC, c'est pas de participer. Et je dirais, c'est même pas du tout au sens où, en général, quand je raconte la différence entre démocratie directe et participative, je vous la fais. C'est démocratie directe, c'est quand les gens décident, peu importe s'ils participent, alors que la participative, c'est quand les gens participent, peu importe s'ils décident. Donc en fait, parce que dans un référendum, si 2 personnes vont voter, ben le résultat c'est ça est qu'on bon. est dans le flou là, on est complètement dans un flou. Mais tout à on fait, est dans un flou, mais pas la revendication des Gilets jaunes. Elle n'est pas dans le flou. Donc elle ne veut pas participer. Alors toutes ces instances participatives, là il y a une différence entre une instance participative bien faite et une mal faite. Alors là on compare et effectivement c'est beaucoup mieux bien faite. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes les instances participatives, c'est une bonne chose, mais c'est un peu une cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui prend un sens quand les droits politiques sont là, les gens l'exercent, et ensuite, on va faire des assemblées tirées au sort, des assemblées participatives. Quand il n'y en a pas, là, on sent vraiment le manque. Parce que c'est comme, moi je vous disais, on discutait tout à l'heure, c'est comme mettre des élections dans un pays autoritaire, donc parlement qui ne servent à rien, mais comme ça fait participer les gens. Ça fait quelque chose d'assez étonnant. Dimitri Courant, vous vouliez intervenir. Je pense que c'est assez intéressant ce que vous avez dit, c'est le débat qu'on est en train d'avoir. Les gens veulent décider. Du coup, il faudrait le prendre en compte pour démocratiser notre système. Mais en fait, c'est la définition même de la démocratie, que les gens, entre guillemets, le peuple, décident. Et je pense que ce qui est intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement que j'avais étudié déjà depuis le début de mon intérêt pour la question du rapport au tirage au sort et à la délibération en politique, c'est que dans des mouvements citoyens qui, là, sont en train d'émerger de façon plus en puissance dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui existaient déjà depuis assez longtemps, en fait, en France et ailleurs, l'analyse critique du système actuel, avec les revendications d'assemblées citoyennes tirées au sort, par exemple, et de référendum d'initiative citoyenne, c'est en fait une dénonciation du fait que nous ne sommes pas en démocratie, et qui est un discours qui enfle un peu partout, et qui du coup fait une relecture critique de l'histoire qu'on nous a vendue, et notamment une relecture de la Révolution française et de la Révolution américaine comme étant des moments non pas de fondation de la démocratie, puisque les pères fondateurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, n'en voulaient pas, c'était le pire des régimes possibles, mais de fondation d'une aristocratie élective, du gouvernement représentatif, qu'on a ensuite appelé République, qu'on a ensuite appelé démocratie représentative, mais qui, à l'époque, pour tous les acteurs qui ont créé les régimes dans lesquels nous vivons encore à l'heure actuelle, était un oxymore total. Et donc, en fait, là, à l'heure actuelle, on a d'un côté un mouvement social qui veut une démocratie réelle, mais avant il y avait Nuit debout, avant il y avait Occupy, avant les Indignés. Le cri d'Occupy et des Indignés, c'était la démocratie réelle maintenant. Donc en fait, je pense qu'on n'en sortira pas, peu importe le pays, tant que l'espèce de malentendu démocratique, entre guillemets, qu'on nous a vendu pendant plusieurs années en nous faisant croire que si c'était pas totalitaire, donc c'était démocratique s'il y avait des élections, est en train de s'estomper et qu'en fait on revient aux fondamentaux, à savoir démos le peuple, kratos le pouvoir au peuple. Et là-dessus, je n'opposerai pas nécessairement les assemblées citoyennes tirées au sort sous certaines conditions et le référendum, puisqu'il y a des cas assez intéressants. Alors, je voulais vous poser la question de l'Islande, ça tombe bien, parce que dans ce cas-là, il y a eu les deux. C'est-à-dire que, par rapport à la nouvelle constitution qu'il y a eu après l'énorme crise qu'il y a eu en Islande suite à la crise financière, il y a eu une assemblée qui a travaillé sur un projet de nouvelle constitution qui a été adopté, si je ne me trompe pas, par référendum, mais qui est pour l'instant bloqué. Oui, c'est ce que j'essayais en fait de dire dans le petit papier qui n'a pas une prétention énorme sur Mediapart, c'était de rappeler en fait à la fois les forces, notamment la qualité délibérative et l'affirmation que, contrairement à ce que le terme de populisme, que j'apprécie pas beaucoup, essaye de laisser sous-entendre, quand on laisse les citoyens décider, ils font pas nécessairement des bêtises, ils ont plutôt des bonnes idées en fait, et plutôt des idées progressistes. Eh bien, quand les citoyens décident, c'est souvent très intéressant. Le problème, en fait, c'est que la classe politique résiste. Donc, vous pouvez avoir un processus très intéressant. En Islande, 2 assemblées citoyennes tirées au sort d'environ 1000 personnes qui se réunissent et qui délibèrent pendant une journée. Puis après, un conseil, une assemblée constituante, là pour le coup élue, mais à l'exclusion des partis politiques, avec donc des gens non professionnels de la politique, pour travailler dans un système ouvert avec des contributions en ligne possibles, etc. Puis un référendum avec une large approbation de la population, qui est bloqué par le Parlement, qui n'a absolument pas envie qu'on lui impose une nouvelle constitution.
Et c'est souvent le cas. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut penser, et de plus en plus de spécialistes de la démocratie délibérative se posent cette question, de l'articulation précisément entre la démocratie délibérative et la décision, et pas qu'il y ait un pouvoir discrétionnaire des élus de dire « bon, alors la proposition qui sort de cette assemblée nous plaît correctement, donc on va la soumettre à référendum. Celle-là, par contre, ou l'appliquer directement, mais celle-là, par contre, non. » Oui, c'est comme si la classe politique ouvrait des sortes de valves de sécurité, mais en essayant quand même de garder la main sur tout le système. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir un peu. On a un petit désaccord, comme ça, on va le expliciter. En fait, on peut se tutoyer. Tu dis il faut séparer, il faut pas séparer le tirage au sort et l'initiative à leur opposé. Voilà. Je vais dire pourquoi je les oppose, même si j'aime beaucoup le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est quelque chose qui reste dans une optique représentative. C'est une autre différence, une autre définition de la représentation. On va prendre des gens qui sont plus ressemblants à la population. Il n'y a pas les incitations électorales, donc on peut comparer, mais c'est une optique représentative, c'est-à-dire qu'avec une assemblée tirée au sort, même avec référendum derrière, moi, citoyen, je n'ai pas le droit d'initier une loi, je n'ai pas le droit d'initier l'abrogation d'une loi, ni le droit, non, parce que je ne suis pas dans l'assemblée élue. Il y a quelqu'un qui me ressemble qui a le droit, mais qui me représente. Peut-être mieux, mais voilà. J'ai le droit à voter au référendum derrière, comme il s'est fait au Canada. Effectivement, les structures avec tirage au sort et derrière référendum, c'est des structures intéressantes. Mais c'est des structures dans un cadre de repenser la représentation. Et donc, ce n'est pas un cadre de droit politique individuel, comme c'est le cas du RIC. Alors, on a dû mal se comprendre parce que je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis du tout. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas nécessairement les opposer comme étant des choses fondamentalement antagonistes qui ne pourraient pas avoir d'articulation. Puisque, y compris avec le RIC, et c'est ça l'exemple que j'essayais d'évoquer rapidement, il y a deux logiques. Dans la logique de démocratie directe, c'est une participation de masse qui va inclure le plus grand nombre, certes, en lui donnant un pouvoir réel et pas juste de la consultation qui va plaire ou pas au prince qui en fera ce qu'il voudra. Ça, c'est tout à fait d'accord. Le problème que ça peut poser, c'est que du coup, on n'est pas sûr de la qualité délibérative derrière. Un référendum qui ne serait pas, et c'est pas toujours le cas, mais un référendum qui ne serait pas suivi d'un débat justement au sein du corps civique de façon suffisamment riche ou qui serait nourri par des fake news ou des mésinformations ou qui jouerait sur des éléments faux, poserait problème en fait. Et du coup, il y a eu une invention qui a eu lieu il y a une dizaine d'années dans l'Oregon et qui ensuite s'est diffusée en Californie, au Massachusetts, dans différents États américains, qui s'appelle la Citizen Initiative Review, où là, c'est une initiative qui est lancée par une pétition, donc c'est les gens qui ont un droit civique qui lancent une initiative. Mais une fois que l'initiative va être votée à référendum, on convoque une assemblée tirée au sort qui va se réunir pour discuter de la proposition et produire un élément d'information neutre qui est envoyé à la population. Si on prend cet exemple-là, donc l'Oregon qui a le RIC, il l'a depuis plus de 100 ans. Et en 2014, il met en place ce dispositif qui est intéressant de faire tirer au sort une assemblée pour discuter de la question. Et à quoi sert cette assemblée? Je ne le dis pas parfaitement, mais elle sert à que chaque électeur qui a voté pour le référendum, il reçoit un papier avec les recommandations des partis. Mais aujourd'hui, depuis donc 2014, ils ont aussi la recommandation de l'assemblée tirée au sort. C'est ça sert à ça. Donc, en fait, ça sert tout simplement à dire, si moi, je n'ai pas une confiance particulière dans un parti, je sais que des gens comme moi ont discuté dans des conditions longues, bien faites, etc. Et donc, je peux faire confiance à leurs décisions. Naturellement, cela ne fait pas discuter les citoyens plus. Il faut discuter les citoyens qui sont dans l'Assemblée tirés au sort. Les autres peuvent faire confiance, moi je ferais confiance par exemple, mais ils font confiance. Alors que lorsqu'on a le RIC, tout le monde discute. C'est ça le truc. La chose la plus étonnante, c'est qu'un sondage qui a été fait en Europe, les gens qui connaissent le mieux l'Union européenne demandent quiz aux gens, les Suisses. Les Suisses qui sont dehors. Ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ils sont dehors. Mais naturellement, comme ils votent dessus, eh ben, ils se sont renseignés. Nous, on a voté une fois, on est un peu meilleur qu'avant. En fait, quand on pose aux gens la question, les gens deviennent meilleurs. Et ça a été observé régulièrement
même avec des expérimentations. Et donc, par rapport au système du tirage au sort, mais encore une fois, je ne l'attaque pas, j'adore, mais néanmoins, ce qui fait le plus discuter les citoyens, c'est le RIC. Ce n'est pas le tirage au sort. Non, je ne dis pas l'inverse. Le point, très rapidement, brièvement. c'est éventuellement l'intérêt que ça a, c'est que dans un cadre de RIC, ça permet d'avoir un débat qui gagne en qualité, parce que notamment en Irlande, toutes les délibérations de l'Assemblée étaient live streamées, ensuite disponibles sur Internet. Et par exemple, il y avait un certain nombre de fausses informations, par exemple sur la fréquence des avortements, sur qui avorte, quand, etc., qui a changé les perceptions de la société irlandaise dans son ensemble, qui n'avait pas ces informations-là, qui avait des informations inverses dans les médias ou des a priori. Et en fait, quand l'Assemblée a délibéré là-dessus, elle a vérifié les informations, elle a auditionné des experts, elle s'est rendue compte que non, c'est pas nécessairement un des trucs qui était un des a priori que des gens que j'ai interrogés, qui avaient participé avaient avant, c'est des jeunes qui savent pas ce qu'ils font, etc. En fait, majoritairement, non, c'est des gens qui par exemple, il y a un certain nombre de femmes qui ont déjà un enfant, qui sont mariées, etc., qui vont quand même se faire avorter en Angleterre. Et ça, c'est une information qui ensuite a été traitée par l'Assemblée citoyenne et qui a ensuite infusé dans la société et permis un débat plus riche. Voilà. J'avais quand même une question, parce que ça a été évoqué notamment par Samuel Layat dans un texte qui avait pas mal circulé, qui évoquait ces dispositifs-là, enfin ces revendications-là, notamment la revendication du RIC, et qui, de façon, je pense, assez volontairement provocante, disait, mais au fond, il y a c'est un discours citoyenniste, entre guillemets, qui oublie peut-être aussi que dans le jeu des partis, de la vie politique partisane telle qu'on la connaît, au fond, ça permet d'institutionnaliser sur le long terme du conflit et de mettre en ordre du conflit, et que ça, c'est quand même assez intéressant, et que les autres dispositifs, RIC ou Assemblée citoyenne, ne remplissent peut-être pas ce rôle-là, ou aussi bien. Ouais. Je peux. Je veux dire, là, dans mon texte, il y avait un deuxième point sur la volonté du peuple, parce que là, on fait des raccourcis, volonté du peuple, démocratie directe. En fait, la démocratie directe, c'est pas un système, ou autrement dire, le RIC, c'est pas un système qui va donner de la voix au peuple. C'est pas ça, en fait. C'est un système qui va diviser les pouvoirs. Justement, en donnant les fameux droits politiques qu'on donne aux gens, ils sont enlevés des représentants, et du coup, il y a les pouvoirs qui sont plus divisés dans la société. Les RIC sont typiquement des instruments de conflit, parce que il faut, par exemple, 700 000 citoyens pour lancer une initiative. 700 000 qui lancent une initiative sur un sujet qui est clivant. Souvent, qui peuvent lancer une initiative pour contrer une loi qui a été faite par le Parlement. Donc évidemment, les gens s'opposent. C'est juste une procédure qui est très précise, parce que ça permet de savoir qui a le droit de proposer 700 000, quelqu'un dont la proposition a 700 000, enfin en France, 100 000 en Suisse, qui a le droit, quelle proposition va être acceptée quand on a 51%. Donc c'est typiquement une procédure qui permet de solutionner les conflits de façon pacifique, qui est par ailleurs la définition de la démocratie. Mais les exprimer quand même. Mais les exprimer. Si je peux ajouter juste, la première chose qui se passe, parce qu'on a un peu vécu ça à Grenoble, qui avait un pré-RIC, la première chose que les élus ont peur, c'est qu'on leur fait un RIC contre eux. Donc c'est vraiment le conflit qu'ils ont peur. C'est une manière de mettre le conflit dans la législation plutôt que dans la rue. Ouais, Sylvie Bresson-Gilles. Alors que par exemple pour les débats publics, c'est effectivement des dispositifs qui tendent vers le consensus. C'est vraiment pour pacifier la relation, et effectivement surtout pour obtenir un consensus. C'est vraiment important. Par rapport à cette remarque, j'avais une question sur le développement justement des débats publics et de cette fameuse commission qui, comme vous l'avez rappelé, institutionnalisé, formaté la participation. Tout à fait. En fait, est-ce que ça a été une réponse face à des mouvements citoyens ou des protestations, ou est-ce que cette commission et ce qu'elle fait est purement lancée par une classe politique qui justement essaye d'aller produire ou de donner l'apparence d'un consensus? C'est-à-dire qu'elle a été mise en œuvre au démarrage par la loi Barnier en 1995 pour répondre effectivement à des revendications citoyennes, mais pas que, enfin, par des élus, etc., notamment par rapport à la question sur les enjeux environnementaux. Et donc, c'est surtout pour répondre au principe de démocratie
démocratie participative inscrit au niveau de la Constitution européenne qui, effectivement, dit ben voilà, il faut mettre en place un principe de démocratie participative parce que les institutions, les politiques, etc., doivent entretenir un dialogue, avec les citoyens. Pourquoi ? D'une part, parce que c'est dans le cadre de la bonne gouvernance, une meilleure gouvernance, parce qu'il faut pouvoir mieux gérer et manager les sociétés, parce qu'effectivement, il y a des intérêts particuliers, voilà, il y a plus de choses qui se manifestent, etc. Il y a beaucoup plus de revendications, que ça devient compliqué. Et puis surtout, c'est pour permettre normalement de mettre en place des politiques publiques beaucoup plus efficaces. Puisqu'effectivement, devant l'insatisfaction des citoyens, des usagers, eh bien, aujourd'hui, grâce à ce principe de démocratie participative, c'est donc vraiment dans le cadre de dispositifs de loi, de conventions, la convention Aarhus, toutes ces conventions de protection, de renforcement de protection de l'environnement, et puis le code de l'environnement, de l'urbanisme, de la démocratie relative à la démocratie de proximité. C'est vraiment pour recréer du lien. Pourquoi ? Pour redonner confiance dans le rapport, dans la relation entre les gouvernants et les gouvernés, puisqu'effectivement, ça devient compliqué, beaucoup plus compliqué à gérer. Mais ces procédures sont là pour effectivement aller vers un consensus, pour tenter effectivement de mettre tout le monde d'accord par rapport à un projet. Et c'est surtout des opérations de communication qui vont permettre de légitimer l'action politique et donc la parole politique. Et aujourd'hui, c'est le cas du grand débat national. Et le grand débat illustre totalement ce que vous venez d'avancer. On termine avec vous, Dimitri Gourand, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Sur la question du conflit, je pense que ce genre de dispositif délibératif ne peut pas exister s'il n'y a pas de conflit. Il y avait un conflit sur la question du mariage pour tous en Irlande, un conflit sur la question de l'avortement assez violent, et il a eu lieu dans un cadre délibératif où on échangeait des arguments et pas des quolibets. Mais d'un certain côté, finalement, et c'est ce que j'essayais de dire dans le petit papier, il y a un autre conflit qui doit avoir lieu, c'est de faire en sorte de faire pression, et c'est ce que font les Gilets jaunes à l'heure actuelle, et ce qu'ont fait d'autres mouvements, sur la classe politique pour que ces dispositifs délibératifs bien faits aboutissent à quelque chose et que ce ne soit pas à la discrétion du pouvoir gouvernant. Et là-dessus, je pense qu'il y a deux choses intéressantes, et je finis là-dessus. Ouais. Premièrement, en Irlande, il y a eu des mouvements citoyens qui ont fait pression, qui ont fait des manifestations pour que le gouvernement soumette les propositions de l'Assemblée citoyenne à référendum, ce qu'il a fait, mais sous pression, et ce qu'il n'aurait peut-être pas fait autrement. Et au Canada, de façon intéressante, qui était la première Assemblée citoyenne, le gouvernement avait annoncé dès le début que, quelle que soit la proposition de l'Assemblée, ce serait soumis à référendum et qu'il n'y toucherait pas. Là, on a quelque chose d'intéressant et de sérieux. Merci à vous trois pour ce débat. Je pense qu'on a bien compris les points de vue et les analyses sur ce grand débat dont on va continuer à parler évidemment dans Mediapart. Restez avec nous.